Les Lumières du XVIIIe siècle ont bouleversé les idées. Profitant de ce courant de pensée, la révolution industrielle du XIXe siècle va non seulement faire naître une nouvelle économie, mais aussi transformer profondément les paysages, aussi bien ruraux qu'urbains, et changer durablement les structures sociales de notre société. Nous sommes tous les héritiers de cette longue histoire. Dans notre pays, le Hainaut et le Borinage ont joué un rôle essentiel. Grâce aux richesses de leur sol et à l'exploitation minière, ils ont contribué à ce que la Wallonie soit la 4e région la plus riche au monde. Les anciens sites industriels et miniers nous le rappellent en permanence. Parmi eux, le Grand Ornu nous conte une histoire singulière, tant sur le plan industriel que social. L'héritage des pierres nous parle. Leurs murmures parviennent toujours à ceux qui font l'effort de tendre l'oreille. Ce que le patrimoine du Grand Ornu nous raconte dépasse le cycle d'une vie. C'est l'histoire d'une région tout entière, l'histoire des hommes et des femmes qui ont plongé dans ses entrailles. C'est l'histoire de la Wallonie. C'est aussi mon histoire. Je m'appelle Henri de Gorge. Je suis né en 1774 à Orsainval, près de Valenciennes. Mes parents étaient fermiers. J'ai été bercé durant mon enfance et mon adolescence par l'idéal révolutionnaire. J'ai travaillé pendant un certain temps dans le service des armées napoléoniennes avant de devenir, à l'âge de 36 ans, propriétaire d'une exploitation minière à Ornu pour la somme de 212 000 francs de l'époque. En 1810, la Belgique est sous le régime français. La région dans laquelle se situe ma nouvelle acquisition est peu peuplée, essentiellement par de petits paysans qui se partagent entre le travail agricole et le travail à la mine. En introduisant de nouvelles méthodes d'exploitation, plus modernes et plus rentables, mon arrivée dans la région est le début d'une histoire qui va la bouleverser en profondeur et créer un nouveau type de main-d'œuvre. Pour lutter contre la concurrence et baisser le prix de revient de ma production, j'essaie de mettre tous les atouts de mon côté. Et d'abord du point de vue technologique. Je ferai aménager la première ligne de chemin de fer de Belgique en 1829, longue de presque 2 km pour relier mon usine au canal de Mons à Condé. À l'époque, il ne s'agissait encore que de chemin de fer à traction animale, mais c'était déjà une petite révolution. Les innovations technologiques ne suffisent pas. Il faut autre chose. Une réorganisation complète du lieu de travail et du lieu de vie des ouvriers. Mon idée est de limiter les déplacements et de faciliter les communications. C'est dans ce but que je ferai construire une cité d'un genre nouveau, avec, dans un même périmètre, l'entreprise et les maisons des ouvriers. Mon intention est de les retenir. Je veux qu'ils se sédentarisent et que la main-d'œuvre que j'emploie ne soit plus saisonnière, mais attachée à mon entreprise, et qu'elle se professionnalise du même coup. J'ai un rêve, et ce rêve laissera de moi l'image flatteuse d'un utopiste. Mais il est plus juste de me considérer comme un humaniste pragmatique. Je suis certes un enfant du siècle des Lumières, mais je suis aussi un capitaine d'entreprise qui sait où se trouve son intérêt et comprend que le bonheur de ses ouvriers en fait partie. Ma vision de l'entreprise est paternaliste, mais moderne. Chaque travailleur aura droit à son habitation personnelle, individuelle, louée à bas prix pour lui et sa famille. Dès 1816, ma cité est imaginée. Elle sera construite entre 1822 et 1840. Comprenant 440 maisons, le Coron, bien qu'il soit destiné à maintenir ma main-d'œuvre à proximité, répond aussi à d'autres préoccupations. Les rues sont pavées, pourvues de trottoirs et d'un éclairage public. Chaque maison, construite sur le même modèle, 3 pièces au rez-de-chaussée, 3 pièces au premier étage et un petit jardin. Le loyer de ces logements est modeste, 1 jour de paie par semaine. Les maisons des contremaîtres, les chefs porions, encadrent les maisons ouvrières, au point que l'on parle du quartier comme d'un organigramme à ciel ouvert. C'est du jamais vu. Une première, une révolution dans les relations patron-ouvrier. Le Coron est conçu comme un lieu de vie indépendant, autonome. On y trouve des magasins, une boulangerie, une salle de danse, des lavoirs, un dispensaire. Il faut créer des activités et diversifier les loisirs, mais aussi éduquer. En 1827 sont créées une école et une bibliothèque. Il m'importe que l'homme accède à la connaissance, que recule l'ignorance et la superstition.
Ma fonction de directeur du charbonnage du Grand Ornu ne me donne pas que des droits, mais aussi des responsabilités. Mais sous ces dehors humanistes, ma préoccupation première est de m'assurer la paix sociale et de me garantir la productivité d'une population satisfaite de son sort. L'organisation du Grand Ornu est à l'image de cette ambiguïté. Le rôle du père est de protéger, mais il est là aussi pour surveiller, voire punir. Les plans de l'entreprise prévoient une cour carrée, une cour ovale, des bureaux pour la direction et les ingénieurs, des ateliers de construction, des entrepôts, des écuries, ainsi que des fourneaux à coke et des fonderies de fer et de cuivre. C'est autour de cet ensemble industriel formant un quadrilatère que sont alignés les logements ouvriers. Ma cité ouvrière. Lorsque l'architecte Bruno Renard entame la construction, les choses ne traînent pas. En 1825, il érige le Porche et la Maison des ingénieurs. On commence le tracé des rues. En 1828, il s'attaque à la cour ovale. Elle est conçue comme une sorte de forum entouré d'ateliers. La basse-cour, ou cour carrée, verra le jour en 1829, entourée par les bâtiments abritant d'un côté les écuries et de l'autre le magasin au foin. La construction du château, destiné à me servir d'habitation, juste derrière le bâtiment des ingénieurs, démarrera en 1832. Le Grand Ornu traduit en forme et en espace mes préoccupations de chef d'entreprise. De style néoclassique, il est le trait d'union entre deux modèles architecturaux, celui de l'exploitation agricole et celui du site industriel. La voûte y est omniprésente, dès le porche et tout autour de la cour ovale, des arcades aux fenêtres en demi-lune. L'architecture néoclassique assied un pouvoir et s'exprime à travers l'équilibre. Les bâtiments conçus au Grand Ornu assurent la fluidité des communications et la circulation tant interne qu'externe. Efficacité et rentabilité. Dernière construction de cette ville que j'aurais voulu voir encore se développer et à laquelle il m'aurait plu de donner mon nom, la construction du château. Elle commence en 1832. J'aspire à une habitation digne de ma réussite. Hélas, je ne verrai jamais mon château achevé. Le choléra m'emporte la même année, en quelques jours, à l'âge de 58 ans. En un peu plus de 20 ans, grâce à mes idées innovantes et, osons le dire, révolutionnaires pour l'époque, la production minière du Grand Ornu est passée de plus ou moins 10 000 tonnes en 1810, année où j'en ai repris les rênes, à environ 120 000 tonnes l'année de ma disparition. Je n'ai pas quitté ma ville, ma cité ouvrière. Je repose désormais dans le caveau familial surmonté d'un Christ de Bouchardon. Érigée par mes successeurs en 1927, cette crypte se situe à quelques mètres à peine de la cour ovale, au centre de laquelle ma statue veille depuis 1855. On dit souvent que le destin d'un projet est étroitement lié à celui de son créateur, que l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque je disparais, intestat et sans enfant, c'est ma veuve, Eugénie Legrand, qui va me succéder. En absence de descendance directe, elle lèguera la gestion du charbonnage à ses neveux. Très vite, ils s'éloignent de mes idées, inspirées par les Lumières, pour devenir des patrons comme les autres, exploitant un charbonnage devenu lui aussi comme les autres. En 1860, il y avait 290 charbonnages dans notre pays. Un peu plus d'un siècle plus tard, en 1984, le dernier charbonnage wallon fermera définitivement ses portes. Un déclin qui s'est précipité après la Deuxième Guerre mondiale, car les réserves s'épuisent, les exploitations vieillissent, le prix de revient du charbon augmente et la concurrence étrangère se développe. La CECA imposera à chaque pays européen un quota d'exploitation. Plusieurs facteurs qui accéléreront la fin des charbonnages dans notre pays. En 1954, l'exploitation industrielle du Grand Ornu s'arrête et le site est déserté. Après 20 ans d'abandon, le Grand Ornu sera sauvé d'une destruction imminente grâce à l'intervention de quelques amoureux de ce patrimoine exceptionnel. Racheté par la province de Hainaut en 1989, le lieu se reconvertit en espace culturel dédié à la création contemporaine. L'ASBL Grand Ornu Images y poursuit une triple mission, patrimoniale, touristique et culturelle. Elle propose une programmation qui explore le champ des relations entre l'art et l'industrie. Design, création industrielle et art appliqué y tiennent une place privilégiée, très proche de l'esprit du lieu, en résonance avec l'histoire de la région.
En 2014, Grand Ornu Images devient le CID, Centre d'innovation et de design. Cette nouvelle appellation entend mettre l'accent sur l'innovation au sein de la création contemporaine en matière de design et d'architecture. Par ailleurs, au début des années 90, la communauté française décide d'installer son futur musée des arts contemporains à Ornu et scelle ainsi la fin de la rénovation du Grand Ornu. En 2002, le musée des arts contemporains MAX ouvre ses portes et donne à voir au public le plus large l'état de la création contemporaine internationale sous tous ses aspects. En 2012, le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est repris parmi les plus beaux témoignages architecturaux de l'ère industrielle. Le Coron et l'ancien site d'exploitation en font un ensemble unique au monde. Après avoir été un des fleurons de l'industrie belge, le site du Grand Ornu est aujourd'hui l'un des premiers lieux culturels de Belgique consacrés à la création actuelle. Son rayonnement international y mêle tradition et innovation, mémoire et nouveauté. La culture y est synonyme d'émancipation, d'imagination et de développement. Aujourd'hui, les motivations qui animent les créateurs présents lors des expositions du CID ou du MAX sont les mêmes qui m'ont porté il y a 200 ans. Une envie d'élargir les horizons de la pensée et de partager une vision différente. Dans les veines de cet ancien charbonnage coule une nouvelle vie, celle de ceux et de celles qui ont un besoin insatiable de questionner notre quotidien et de le réinventer. Dans l'histoire singulière du Grand Ornu, l'art a remplacé le charbon. Mais une chose est sûre, le siècle des Lumières continuera longtemps à inspirer le lieu.